Merci Emmanuel. Merci aussi de votre patience parce que je suis en train de combattre quelque chose qui ressemble à une bronchite. Donc je vais essayer de parler comme un DJ, très proche du micro. Je disais il y a 2 minutes à Emmanuel que j'avais prévu ne pas dire grand-chose. Donc uniquement quelques mots de la fin. Mais je me rends compte qu'il y a trop de choses à dire. Donc ça reflète un peu la richesse du colloque. Je vais peut-être, j'ai quelques notes, quelques commentaires qui pourraient facilement remplir une trentaine de minutes, si ce n'est pas exagéré. Et après, on va ouvrir la discussion. Donc, premièrement, je voulais... attends, je suis où là? C'est ça, remercier le comité, Emmanuel et l'équipe derrière elle qui a toujours ce talent d'organiser des événements où on ne voit pas les coulisses. Tout est agréable et on se sent bien reçu, on se sent chez nous finalement. Merci aussi de la confiance que Emmanuel et les autres membres de l'ANER m'ont fait en demandant que je prononce quelques mots de la fin, ou comme j'aime dire, les derniers mots. C'est une bonne chose parce que chez moi à la maison, j'ai jamais le dernier mot. Donc vous allez m'excuser si j'en profite un peu. Je vais aussi me permettre de faire une sorte de regard rétrospectif, ce qui est approprié dans le contexte d'un colloque qui se veut un colloque de bilan. Mais ça veut dire peut-être aussi que ce que je vais dire, dans ce que je vais dire, il n'y a peut-être rien de nouveau. Et j'assume totalement. Okay? C'est avec beaucoup d'intérêt que nous, je dis nous, je parle de moi, mais aussi d'autres personnes au Canada, aux États-Unis aussi, en fait, qui suivent l'évolution de ce projet ANR, Global Muse, avec beaucoup d'intérêt. On est, à chaque fois, je suis enchanté de voir un peu les possibilités qui émergent des événements et puis des productions offertes dans le cadre de ce réseau. Je vois le réseau comme, en fait, je vois le projet comme un réseau d'abord, et je le vois comme un réseau qui ouvre des portes et qui construit certains ponts qui sont difficilement créés dans le domaine que vous avez choisi, à travers des thèmes qui sont d'actualité, qui sont novateurs, qui sont très importants. Je vais en citer quelques-uns après, mais je dirais maintenant, ce qui est plus frappant, c'est l'accent qui est mis sur la création, sur les acteurs, la notion de la circulation, la question des supports et les institutions. Je reprends donc un peu un des slogans de l'ANER, si je peux le dire ainsi, que ce projet se voit loin des clichés du world music, mais aussi opposé à cette ancienne idée d'une ethnomusicologie par ethnomusicologie d'urgence. Je pense que ça résume très bien peut-être la mission du projet, et effectivement, on avait besoin de s'éloigner des deux. Mon regard historique va nous ramener vers ces deux, peut-être en espérant que ça va nous permettre d'aller encore plus loin après. Il y avait aussi, je voulais aussi souligner la publication du livre. Est-ce que je peux le souligner? Oui, c'est toujours mieux si quelqu'un d'autre parle de nos œuvres, mais fascinant à souligner, à acheter, à faire circuler. Je voulais donner quelques
précision par rapport à mon rôle dans cette semaine. Je me suis fait assez discret, pas seulement parce que je me sens malade, mais aussi parce que ça me permettait de mieux écouter ce qui se passait. Donc, je me suis mis en mode stealth, comme on dit en anglais, où j'essayais de ne pas trop intervenir, pas pour vous, mais pour moi, pour créer une sorte de bulle. Comme vous allez voir maintenant, je suis habituellement assez bavard, et donc c'était une décision stratégique. Mais ça se rapproche aussi, c'est pas juste l'anthropologue qui le dit ou qui le fait, ça vient aussi de ces théories qui m'intéressent de plus en plus, ces théories interculturelles qui essaient de comprendre les rapports entre le soi et l'autre et qui mettent beaucoup d'accent sur la notion de ce que Cohen Emerick appelle la décentration. Donc il faut, après avoir fait face à la différence de l'autre, il faut revenir vers le soi, pas juste de façon réflexive, parce que ça c'est très pipi-caca, mais de revenir aux traditions du soi et aux préjugés, qui sont des fois positifs. Il y a aussi, cette position d'écoute me fait penser aussi à une analyse très intéressante de notre collègue Raphaël Bastos, anthropologue, ethnomusicologue brésilien brillant, qui a écrit un texte récemment qu'il a présenté à Montréal sur l'importance d'écouter les poissons dans un contexte amazonien. Et pour lui, une grande découverte par rapport à cette difficulté que l'Occident souvent démontre à rester dans le silence. Mais en même temps que ce qui nous semble être silence, donc absence de parole, n'est pas nécessairement silence pour les autres, c'est plutôt une écoute attentive, donc active. Et donc, dans un texte que j'ai écrit récemment sur les dynamiques de pouvoir dans la recherche collaborative, j'explique que les gens du colloque m'avaient pris pour un genre de taupe pendant le colloque parce que je ne parlais pas que jusqu'à la fin. Donc c'est très proche de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une part de vérité parce que les taupes sont associées avec les espions. Mais il y a un autre animal à qui j'ai pensé ce matin, c'est celui du loup prédateur qui écoute avant de sauter sur la proie. Donc je vais faire un peu les deux, si vous me permettez. En fait, l'anthropologue fait les deux tout le temps, parce que nous sommes des écouteurs, nous faisons de l'écoute stratégique par la force des choses. Et donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur quelques-uns des buzzwords qui ont été nommés et puis rejetés, en remerciant Marie-Pierre d'avoir fait cette précision très utile. Je cherchais une façon d'expliquer l'importance des buzzwords. C'est un terme péjoratif en anglais, donc buzzword, ça veut dire mode, mot de mode, mot de passage. Mais dans l'explication que vous avez donnée, c'est très clairement vu comme des mots qui mobilisent quelque chose. Et là, on est plutôt sur le terrain de ce que Raymond Williams appelle les keywords, donc les mots qui font un travail historique, social, politique. Alors, de voir ces mots comme des simples modes nous permet de faire un travail de distinction sociale entre nous. Donc, on peut se positionner en disant « Oh, de toute façon, globalization ne veut rien dire » ou « De toute façon, la subjectivité est un terme démodé », ainsi de suite. Mais dans notre désir obsessif d'innover, nous ignorons souvent la présence du passé dans le présent. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais présenter, que j'aimerais revenir sur trois mots, ou trois termes qui ont été présents, qui me permettent de naviguer à travers le contenu très fascinant des présentations. Le premier, c'est Cultural Studies. Ça, c'est un peu prévisible, parce que je suis où je travaille en Amérique du Nord, je suis situé géographiquement à l'intersection de Cultural Studies et comme phénomène historique,
Donc, merci à Christian d'avoir fait ce tour très important qui nous permet de voir mieux c'est quoi Cultural Studies. Moi, je le vois comme l'autre de l'anthropologie. L'anthropologie adore rejeter Cultural Studies. Pourquoi? Parce que l'anthropologie pense que Cultural Studies n'a jamais fait du terrain. Et ce qui appartient à l'anthropologie, c'est s'il y a une chose qui nous appartient, c'est le terrain. On est vraiment territorial par rapport à ça. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Cultural Studies savent très bien que dans ses débuts, c'était très terrain. C'était Paul Willis, c'était Dick Hebdige qui observait les vies de quartier, les dynamiques de quartier. Et c'était Janice Radway qui parlait avec les gens. Les textes, pour elle, c'était un prétexte. Elle, c'était le propos des êtres humains. Et donc, ça, c'est la première misconception. La deuxième, c'est de voir Cultural Studies comme un dérivé anglo-saxon. Vous savez que les inspirations principales pour Cultural Studies, c'était non seulement le marxisme culturel qui vient de l'Allemagne, à travers l'Italie, à travers les études littéraires en Angleterre, mais je dirais surtout l'approche sémiotique de Roland Barthes. Donc, on ne peut pas... C'est comme une sorte de projet inspiré transnational, Cultural Studies. Et donc, si Cultural Studies voit la culture comme une série de textes, et si ça vous dérange, mais c'est la faute des Français. Okay? Je provoque un peu. Et ce n'est pas juste une question terminologique. Hein. Pour moi, ce sont des questions qu'on peut voir comme une sorte de délimitation de territoire, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce sont des questions épistémologiques. Et puisque c'est épistémologique, ça relève aussi de l'idéologie. Et les questions épistémologiques qui soulèvent, quand on regarde bien c'est quoi Cultural Studies pour nous, c'est quel est l'objet de notre regard. Est-ce qu'on prend des textes, des structures, des discours, des conflits, des représentations, des pratiques, des produits culturels? Quelle est l'unité d'analyse, autrement dit? Et cette unité d'analyse, ce morceau qu'on utilise comme donnée, et, elle est structurée déjà. Deuxième, quel est le statut de notre regard? Est-ce qu'en tant qu'observateur, on fait de la description, on fait de la critique, ou on fait de l'interprétation? Et ces trois postures représentent pour moi trois courants épistémologiques très très forts en sciences sociales. Donc Christophe Pirenne a posé une question sur la diversité des méthodes, mais c'est vraiment pas une question banale. Parce que les méthodes, ce sont des outils, mais c'est aussi des dispositifs. Donc, la personne qui travaille sur un clip vidéo ou qui travaille sur un symbole ou sur une représentation ou sur une performance, la façon qu'on travaille, l'interprétation qu'on va faire de ce phénomène est déjà structurée en partie par le médium lui-même de la donnée. Ça, nous le savons pour la musique. On devrait appliquer ça aussi à nos analyses scientifiques. Donc, si il est vrai que la nouvelle anthropologie travaille sur les produits autant que sur les pratiques culturelles, c'est aussi vrai que l'anthropologie est une discipline maître en ce qui concerne le sens. Et donc, l'analyse des symboles, les symboles des autres, bien sûr. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Esteban a présenté en termes d'analyse symbolique sur ces métaphores de l'archipel et puis la métaphore de la fusion. C'était fort intéressant. Il faut, à mon avis, ça c'est quelque chose qui vient de notre passé socio-anthropologique qu'il faut quand même garder. Mais dans la nouveauté, dans ce qui a été présenté, je citerai d'abord deux éléments. Premièrement, je trouve qu'il y a un très beau retour dans les présentations sur le contexte de production. Il y a eu pas mal sur la performance et les commentaires de Nadine ont fait ressortir un peu ce virage entre tournure linguistique, son rapport avec la notion de performance qui est très difficile à traduire en français. J'ai apprécié ce que Emmanuel avait à dire et ce que Sarah avait à dire
à analyser dans le contexte de production. Donc, le mot création musicale dans le titre du colloque nous ramène dans l'espace de la production et nous rappelle quelque chose qu'il savait depuis longtemps en études littéraires à travers les œuvres de Bakhtin, c'est que chaque producteur pense déjà à son public. Donc, c'est comme si on travaille l'espace de la production, ça fait commencer le travail de réception. Sans avoir fait une étude de réception exhaustive qui est comme impossible. Mais quand on travaille le contexte de la production, et si on rentre vraiment de façon ethnographique dans l'espace du créateur, on est automatiquement dans l'espace du consommateur parce que comme on a vu dans le dernier panel, c'est très très fort. On voit le producteur imaginer son récepteur. Donc, dans le terme de Bakhtin et Voloshinov, c'est l'agressivité. Le terme est très awkward en français, mais on imagine celui qui va écouter, celui qui va danser. Il y a très peu de producteurs qui ne le font pas, d'artistes qui ne le font pas. Deuxième, le rapport au passé qui revenait souvent. C'est Christophe, je pense, qui a mentionné ce fabuleux terme de la rétromanie. Et on a plusieurs versions de cette idée dans la nostalgie, le versioning, la mémoire gestuelle dans la présentation de Victor, et aussi une discussion que j'aurais aimé entendre plus de la part de Didier sur les causes perdues. C'était tellement une belle expression. C'est dans votre présentation, je pense. Les causes perdues. Il y avait une discussion sur l'archéologie de la musique. Et l'idée que, et j'arrive pas à le situer dans mes notes, mais je pense que c'est dans la présentation sur Buenos Aires, je pense. C'est Camilla? Ok, merci. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est l'image d'archéologue qui m'intéresse. Ce sont des artistes qui sont des collectionneurs, mais vous savez, dans les gens qui gèrent les trucs du passé, comme les archéologues, il y a une différence entre ceux qui collectionnent et ceux qui réutilisent. Et donc, il y a des collectionneurs de carrière. J'en connais quelques-uns. Et ils sont obsédés par la collection. Mais ils ne font aucun travail d'analyse, de remise en contexte. Pour moi, c'est ça la différence entre un collectionneur et un artiste. C'est qu'un artiste, il fait la recherche à partir de ces objets. Et c'est ça qu'on voit dans la présentation d'Elina, où elle parle de ces artistes qui puisent dans le passé des fois un peu récent. Quel est le problème avec cet acte? Moi, je ne le vois pas comme vol, même si les artistes eux-mêmes parlent dans ces termes-là. Les artistes avec qui je travaille à Kinshasa parlent de la recherche. Ils utilisent le terme recherche. C'est même pas création, c'est recherche. Donc, quand ils entendent quelque chose qui est un peu cliché, ils disent « Ah, aucune recherche ». Donc, ils sont comme nous. Ils sont toujours en train de chercher quelque chose qui est nouveau, qui est original, qui est signé, dans le sens que Monique avait parlé, la signature, mais qui est... ils savent que ça vient du passé. Ils sont fiers du fait d'avoir fait cette archéologie-là, d'avoir identifié ça. Ah, c'est moi j'ai trouvé ça. Comme nous, en fait. Et donc, est-ce que c'est un problème de propriété intellectuelle ou une question de reconnaissance? Je précise. Est-ce que l'utilisation de mon idée par les autres va me priver de mes capacités d'en tirer un profit? Ça, c'est la définition, c'est le cœur de la définition des problèmes de propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Est-ce que l'utilisation par l'autre va me priver de mes capacités d'en tirer profit? Et dans tous les sens du terme, ou est-ce que peut-être le fait qu'il l'utilise, ça peut aussi être bénéfique pour moi? Bon, dans le contexte africain, on répond à cette question à travers la notion de la reconnaissance. Est-ce que l'autre cite mon travail? Et c'est exactement le même problème que dans le mouvement de Creative Commons. Utilisez-le. Parce que ce n'est pas parce que vous l'utilisez que ça veut dire que
ça m'empêche de l'utiliser. Non, mais citez-moi. Citez mon nom. Et donc, les cas que vous avez présentés nous ramènent dans un espace d'économie morale où la reconnaissance est une forme de capital. Et là, on est très loin des problèmes de l'Occident qui se regardent. Nous sommes pris un peu dans les pièges des toiles que nous avons tissées nous-mêmes, mais nos sujets sont pris dans ces toiles aussi. Donc, le cas que Sarah présente, il n'y a que ta vérité à toi. Quelle phrase! Là, on sent le gars qui veut tellement percer en Europe, là, mon Dieu. Ah. Et là, je parle à mes collègues du dernier panel, le retour du big man. Il y avait beaucoup de big man dans vos présentations sur le religieux, surtout là, en Afrique de l'Ouest. Est-ce une préoccupation africaine ou européenne? Parce que j'entends beaucoup de discussions de big man quand on parle de la précarité des postes. Donc, pour citer un de mes idoles philosophiques, le philosophe allemand Gadamer, le passé est autre. Donc, le passé est une forme d'altérité, mais aussi nous appartenons au passé. On ne peut pas dire que c'est autrement. Le passé nous façonne, autrement dit. Deuxième buzzword, postmodernism. Je le dis en anglais parce que ça sonne mieux en anglais. Christophe, je pense, ça pose une question très intéressante. Est-ce qu'on se trouve dans une sorte de postmodernité tardive? Je trouve que c'est une excellente question. Nous avons, je pense que oui, mais remarquez les différences de temporalité. Parce que la modernité aurait duré plusieurs siècles. Et là, on commence à parler de la modernité tardive, ou late capitalism. Et maintenant, la postmodernité aurait duré combien d'années? Puis ça, 40, 35 ans, 40 ans? Et là, on commence à parler de la fin déjà. Donc, ça prouve un peu les théories des observateurs postmodernistes que oui, le temps est comprimé. On est déjà passé une autre étape. Et puis, c'est même pas un siècle encore. Laissons le temps un peu d'apprécier. Moi, je dirais oui à cette question, mais je trouve ça bizarre en même temps. Parce que c'est comme nous avons assimilé certaines leçons des critiques postmodernistes, mais en même temps, on n'a pas encore compris à quel niveau que la postmodernité est une sorte d'orthodoxie, une sorte de paradigme qui a remplacé un autre paradigme. Donc, je fais un peu de recherche sur cette question-là. L'année passée, c'était l'anniversaire, 25e anniversaire du fameux livre Writing Culture, qui, pour les anthropologues, a tout chamboulé, puis c'était vraiment très révolution. Et ma conclusion, suite à cette analyse, c'est que cette crise de la représentation nous a forcé à faire des analyses plus politiques. Donc, je trouve qu'on est moins naïf après avoir lu ce livre. Mais ça n'a pas vraiment changé quelque chose au niveau politique. On fait des analyses plus sophistiquées, plus ancrées dans l'histoire, dans l'économie politique, ainsi de suite. Mais de rester dans l'espace de la représentation, ça ne change pas grand-chose. Eux, ils voulaient dire que si on écrit de façon différente, mais ça va nous permettre de nous défendre face à notre passé colonial. Moi, je dis non. Ce n'est pas dans le texte que vous écrivez que ça change quelque chose, parce qu'il n'y a personne qui lit votre texte de toute façon en dehors de l'anthropologie. Ou ça pourrait changer si c'est, par exemple, vous revenez à l'espace où ce savoir est produit et vous essayez de nommer le fait que c'est un savoir qui est produit ensemble avec les autres. Là, on est capable de peut-être décoloniser quelque chose, mais ça, c'est une autre question. Troisième buzzword, globalization.
une certaine analyse veut que la mondialisation soit synonyme de néolibéralisme, ou encore pire, néo-impérialisme. Et quand on dit ce mot, on veut dire américanisation, en général. Je vous rappelle des analyses fascinantes de Stephen Feld sur cette analyse de discours qu'il a fait sur la différence entre le camp de l'anxiété puis le camp de la célébration. Donc, c'est deux façons de lire la mondialisation. C'est une très bonne analyse. Malheureusement, il ne se situe pas dans les deux discours. Et donc, la présentation de Catherine m'a fait penser un peu à ces deux discours-là, parce que nous-mêmes, dans la salle, on avait fortement réagi à cette dame éthiopienne qui faisait quelque chose en fait, il y avait quelque chose, on avait des préjugés par rapport à ça, ça a été remarqué dans la discussion après. Mais pourquoi la femme indienne ne nous dérangeait pas? On voulait pas arrêter le vidéo, mais avec l'Éthiopienne, c'était comme, OK, c'est assez. Moi, ce que j'essaie de proposer, c'est que, on le sait, ça a déjà été dit, en fait, c'est sorti un peu dans la présentation de Clara, très clairement, que les gens n'ont pas fini avec la culture encore. Je dirais que peut-être ils n'ont même pas commencé avec la culture. Et maintenant, depuis ces critiques postmodernistes, post-structuralistes, ainsi de suite, nous avons vraiment jeté la culture au lion. Nous avons jeté le bébé avec l'eau, avec le bassin, le savon, tout. On ne veut pas parler, on ne veut pas prononcer le mot, même si il est implicite dans beaucoup de nos analyses. Mais maintenant que c'est fait, maintenant qu'on ne peut plus dire le mot culture parce que c'est un mot salissant ou un mot dérangeant, qu'est-ce qu'on est supposé de faire, étant donné que nos sujets s'intéressent beaucoup à la culture et à l'identité culturelle? Bon, j'aime beaucoup cette proposition que Martin Stokes ramène sur la table, la question de culture comme ressource. Je pense que c'est très utile et c'est présent dans vos travaux. La question des politiques culturelles, la question des mobilisations de certaines identités traditionnelles ou autres. Moi, je pense que c'est vraiment la façon la plus productive de voir ce que les gens font avec, et c'est comme la culture devient une ressource. Je voulais poser une question à Martin, c'est parce que vous avez dit culture of expediency, puis moi de ce livre-là, j'avais compris expediency of culture, mais peut-être il dit les deux. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de, peut-être il voulait dire les deux. C'est intéressant, mais je pense qu'il a vraiment capté pour moi, c'est une beaucoup meilleure analyse de l'après-culture, de parler de la culture comme ressource, parce que c'est une ressource pour beaucoup de personnes. Nous, on a dans un projet qui est devenu vraiment un projet virtuel, un projet qui s'appelle Critical World, on a essayé d'utiliser la métaphore de la rencontre. Et il y a des gens ici qui ont participé à ce projet, Denis Constant, merci. Je pense que cette rencontre, cette métaphore de rencontre, je pense qu'elle est productive aussi. Peut-être la troisième, donc ressources, rencontre, la troisième que je citerai, c'est celle qui a été soulevée par Nadine, je pense, l'articulation. Ça aussi, ça fait partie de l'héritage de Cultural Studies. On ne le cite pas souvent, mais Stuart Hall a mis sur pied toute une série de réflexions par rapport à c'est quoi l'articulation. En fait, lui, il répond à la question de Denis Constant de savoir comment est-ce qu'on se défait de ce problème de résistance. Pour eux, c'est l'articulation. Et je ne parle pas dans le sens de Meillassoux et compagnie. En allant plus loin, peut-être, Martin propose un rapprochement à travers une sensibilité, une sorte d'anthropologie des émotions qui est très proche, pour moi, c'est pas la façon que je l'entends, c'est pas phénoménologique, c'est beaucoup plus herméneutique, donc ça m'intéresse.
Des mots comme tearfulness, anxiety, intimacy. C'est très, très intéressant parce que c'est à la fois très personnel, mais c'est universel en même temps. Quand on dit tearfulness, moi, ce que j'entends, c'est le mawa à Kinshasa. Le mawa. C'est ça qui fait pleurer, c'est ça qui nous amène dans un espace mélancolique. Et ça, ce sont des éléments qui existent vraiment partout, mais qui... Donc, la question qu'on pourrait poser, la question a été posée, pourquoi cette chanson me fait pleurer? C'est fantastique. Et là, la réponse à cette question, c'est une réponse nécessairement historique, culturelle et politique. Donc, je trouve que c'est un très bon chemin. Je voulais dire, avant de terminer, deux ou quelques mots sur l'ANR. Non, au sujet du Global Muse, parce que l'ANR, c'est une autre créature, n'est-ce pas? Dans des initiatives semblables dans le contexte québécois, nous avons remarqué qu'il y a au moins deux grands types d'équipes de recherche. Il y a les équipes que, dans notre équipe, on a commencé à appeler de façon ironique les équipes fédérales. Parce que le mot fédéral, chez nous, c'est vraiment un mot, au Québec, c'est vraiment un mot très miné. Et ce modèle fédéral, on pourrait appeler aussi un modèle stratégique, mais un modèle fédéral où on ramène des chercheurs autour de la table qui ont des intérêts communs. Et il y a un bon fil conducteur pour leur permettre d'utiliser l'équipe de recherche comme un forum ou comme un tremplin ou comme un espace d'échange. Et il y a l'autre modèle, qui n'est pas vraiment de nom, mais j'ai commencé à appeler ça un modèle collaboratif, où c'est plutôt des chercheurs qui bâtissent ensemble une question de recherche et ils produisent des méthodes, des outils méthodologiques, et puis on le voit un peu dans la façon que les publications sont structurées aussi. Ce que j'essaie de dire, c'est que les deux modèles existent et les deux modèles ont le droit d'exister. Moi, je le vois, le Global Muse, un peu pas exactement, mais un peu plus dans le premier que dans le deuxième. Et je trouve ça très important de garder ce modèle, parce que s'il n'y avait pas ce modèle-là, il n'y aurait pas eu, une sorte de visibilité à l'étranger et un dynamisme local pour la recherche au sujet des nouvelles approches de l'objet musical ici dans ce coin du monde. Donc moi, ce modèle me semble essentiel. Dans notre cas, on a utilisé ce modèle sans savoir. On a juste pris ce modèle. On a utilisé pour faire la promotion des études africaines au Québec parce que c'est une sorte d'espèce menacée. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses de communes produites. Ça veut dire qu'il y a des objectifs, je dirais, un peu stratégiques par rapport à la pensée en commune et par rapport à la diffusion du savoir scientifique qui peut devenir un savoir public. Et donc, ce que je vois de ce colloque, c'est un bilan de ce qui a été fait et un bilan sur le travail accompli, sur l'évolution de certains projets individuels qui se pensent très bien en sous-groupes. Donc, il y a des beaux sous-groupes au sein de Global Muse. Je vois trois thèmes qui me semblent très originaux et qui pourraient être davantage explicités. Et malheureusement, les trois commencent avec P. Je ne sais pas si c'est voulu, mais après le deuxième, je dis, OK, il y a un troisième qui vient en P, c'est certain. Ces processus, donc les processus de création,
mise en marché, processus de production. Je ne sais pas, il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup il me semble que vous avez beaucoup de force dans l'analyse des processus. Pas juste des pratiques, mais des processus artistiques et de promotion. Deuxième, professionnalisation. J'ai vu ça beaucoup dans la présentation de Gilles plus tôt. Et Juan aussi a beaucoup abordé ces questions-là. C'est fascinant de voir comment quelque chose d'informel devient de plus en plus formel. Et si on trace cette évolution à travers le temps, on est capable de montrer en quoi l'approche ethnographique n'est pas juste quelque chose d'empirique, mais il y a une notion de temporalité que l'ethnographie n'avait pas avant, mais qu'elle a maintenant. Et troisième, politique. Mais je dirais politique avec S, et j'ai envie de dire politique culturelle aussi. Parce que vous avez lié dans beaucoup de vos présentations l'aspect politique de ces productions à des infrastructures d'État et des institutions. Ça me semble être assez original. Je voulais dire deux mots sur la conférence de Veit, mais je pense qu'il est parti. C'est dommage. On va se parler après, mais je pense que, je ne sais pas si vous avez tous suivi le début de sa présentation, parce qu'on s'est installé, c'est la première conférence de l'après-midi. Il a commencé en disant qu'il ne s'intéressait pas à la musique. Globalement, c'était ça. Il ne voulait pas qu'on pense qu'il était là pour parler de l'objet musical, même s'il a dit que la musique me permet, j'ai accès à la musique et ça me permet de faire un travail. C'est un cas extrêmement intéressant. Mais c'était une sorte de déplacement envers un autre objet qui était l'objet de la justice ou système juridique. Et donc, il propose un regard sur l'infrastructure. L'infrastructure des institutions et puis les pratiques ou les acteurs qui commencent à articuler une notion de propriété intellectuelle dans le contexte sud-africain. Et donc, d'abord, il prend une distance de l'objet musical. Mais ensuite, il nous montre ce fichier Excel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fichier. Moi, ça m'avait traumatisé. En plus, parce qu'il commence à dérouler à droite. Là, comme... C'était fort intéressant. Mais on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, à quelque part, un de nos plus grands critiques du fétichisme, Veit Earlman, a rendu un fichier Excel un fétiche total. C'était fascinant. Mais j'imagine, parce qu'il a parlé un peu, j'imagine ce qu'il y avait dans le fichier, c'était toute l'infrastructure qui permet des policiers à aller chasser les pirates. Et comme il a dit, ce n'est pas juste documenter ce qui s'est passé, c'était ce fichier, ou la logique derrière le fichier, faisait la production des lieux et des sens vis-à-vis de la propriété intellectuelle. Donc, c'est fort, là. Mais en même temps, c'est dérangeant parce qu'on se dit, mais on n'est pas avocat, on n'est pas... Hein? J'encourage, je pense que c'est une bonne idée de l'avoir invité. Une très bonne idée. Et j'aimerais... Mais j'aimerais encourager ce geste-là en disant, mais peut-être il y a d'autres domaines dans lesquels on peut utiliser nos forces méthodologiques pour aller envers quelque chose qui est peut-être un peu déstabilisant ou moins confortable, mais qui nous permet de situer la musique dans une plus grande infrastructure. Et c'est un peu ça que j'entendais quand je parlais avec Esteban au début du colloque. Il m'avait dit qu'il y a un autre projet qui s'en vient, qui va regarder la question de circulation, numérisation, numérimorphose, c'est ça, un très beau mot,
Euh, et donc, forcément, ce projet-là aura à voir avec l'infrastructure, avec les questions d'infrastructure. Donc, je pense que c'est un geste à encourager. J'avais d'autres trucs à dire, mais je pense que je vais me limiter là. J'espère que je n'ai pas été trop... en fait, je ne sais pas ce que j'ai été. Je voulais juste m'assurer de revenir un peu sur les éléments forts du colloque, et puis je voulais surtout féliciter les chercheurs de cette équipe d'avoir contribué à notre savoir. Donc, merci beaucoup.